À 6h37, par une claire matinée de juillet, le CIC de l'USS Samson passa de la routine à l'alerte. Un unique contact apparut sur le radar, un point minuscule fendant le Pacifique comme une entaille sombre dans la lumière du matin. À 380 milles nautiques au sud-ouest d'Acapulco, dans un couloir dominé par les porte-conteneurs et les pétroliers, cette tache faisait autre chose. Elle se déplaçait à toute vitesse, basse sur l'eau, avec cette signature furtive que tout opérateur apprend à détester. Un classique « Go Fast ». En quelques secondes, les analystes du Centre d'information de combat croisèrent les retours AIS, aucun, les flux électro-optiques, un sillage blanc, bas, et les écoutes. SeaGent, silence, aucun indicatif, aucun pavillon, seulement une embarcation tentant d'échapper à la loi. Sur le FLIR du Samson, des paquets noirs tombaient de la poupe comme une pluie de fragments, des ballots jetés par-dessus bord dans une tentative désespérée d'effacer l'épreuve. La voix du commandant Matthew Harding fut ferme et décidée. Condition 3. Lancer Roméo. Le navire répondit avec son tempo habituel. Le pont d'envol s'activa et un MH-60R, Seahawk du HSM 49, indicatif Reaper 1, s'éleva, les pales bourdonnant, frôlant la surface tel un oiseau de proie. À bord, une équipe d'application de la loi de la garde côtière 104, fusils en main, la loi embarquée sur un navire souverain. À mesure que Reaper 1 approchait, le Go Fast accéléra. Le hors-bord bondissait sur les vagues comme une balle, zigzagant pour briser toute solution de tir stable. Le mitrailleur de porte suspendit la M240, les yeux protégés par des lunettes, visant une cible peinte de mousse et d'écume. « Qu'ils virent et s'arrêtent », ordonna Harding par radio. Aucune réponse. Le premier avertissement suivit la procédure. Appel radio, signaux visuels, puis, lorsqu'ils furent ignorés, une rafale mesurée à travers la proue depuis la mitrailleuse du Seahawk, non pour tuer, mais pour avertir. Rien ne changea. La panique des suspects devint maladroite. Des paquets chutèrent à la mer en cascade frénétique, l'un d'eux explosant contre la coque et projetant un jet d'eau qui illumina la vague un instant. Cet éclat dit tout aux équipes d'abordage. Drogue dans l'eau, le temps s'écoule. La loi et la tactique convergèrent. Le capteur de Reaper traça l'enveloppe de l'embarcation avec une précision chirurgicale. Harding enclencha l'échelle d'escalade. Tir d'avertissement autorisé. Feu pour neutraliser sur mon ordre. Les secondes s'étirèrent et se comprimèrent. Le Go Fast continua sa fuite. Harding prit la décision. Nier la propulsion. Le second passage fut précis et chirurgical. Les traceuses du mitrailleur coupèrent la poupe, les projectiles atteignant les moteurs hors bord. L'un toussa, cracha et s'éteignit. La fumée s'éleva en colonne sombre. La vitesse de l'embarcation chuta du sprint au vacillement. L'équipage, jeune, tanné par le soleil, coupable, leva les mains. En quelques minutes, les deux RHIB du Samson furent d'amis à l'eau, les vagues blanches fendant l'océan tandis qu'ils fonçaient vers la cible à la dérive. Les équipes VBSS, harnais tactiques, outils d'assaut, trousses médicales, déployèrent cordes et crochets avec la synchronie d'un chirurgien. Les ordres, en espagnol et en anglais, coupèrent le vent marin. « Alto, mains en l'air !» Les mains obéirent. L'odeur du carburant, du sel et de l'adrénaline était épaisse. Mais l'opération ne s'acheva pas avec la reddition. Vint ensuite la chorégraphie légale d'une interdiction maritime, préservation des preuves, chaîne de garde et transfert d'autorité pour arrestation et poursuite. Les gardes-côtes agirent comme huissiers du tribunal en mer, étiquetant les paquets, photographiant les séries et en sachant la contrebande. Un technicien judiciaire du Samson souleva avec précaution un ballot humide et l'enregistra dans la boîte de preuves du navire. 98 ballots furent récupérés parmi les taches et les filets, certains flottants, d'autres à moitié submergés. Une saisie estimée à plus de 50 millions de dollars. Chaque action eut sa paperasse. Qui avait tiré? Où les projectiles avaient fracmé? Bonanza avaient frappé. Combien de temps les hélicoptères avaient maintenu le visuel?
les enregistrements furent scellés avec horodatage et dupliqués sur le serveur de preuve du navire. L'équipe d'abordage consigna les détenus. Nationalité, âge, déclarations évasives. Tous furent retenus sous l'autorité de l'équipe LE de la garde côtière, tandis que le Samson demeurait hôte souverain. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Au CIC, les analystes envoyèrent des liens au commandement à terre et au centre d'interdiction des stupéfiants. En quelques heures, un nœud de la Joint Task Force Pacifique disposait de la transmission en direct de l'opération. Les rouages diplomatiques et juridiques commencèrent à tourner. Procureurs, ambassades et juristes navals assemblant déjà la chaîne qui transformerait cette victoire tactique en affaire judiciaire. Cette transition est toujours délicate. Un navire de guerre saisit de la contrebande en eaux internationales. Mais les arrestations exigent une autorité d'application nationale et un strict respect du droit maritime. À midi, les hélicoptères transférèrent les suspects sur le Samson pour identification, analyse et entretien préliminaire. Le Go Fast, endommagé et amarré, tanguait sur la mer, les preuves attachées et marquées. Reaper 1 maintient une dernière orbite visuelle, capteurs actifs, surveillant toute tentative de destruction de preuves ou de fuite. L'océan retrouva son bleu indifférent, mais à bord du Samson, le rythme du devoir continua. Contrôle des dommages, enregistrement des preuves et longue marche de la garde légale. À midi, les fils d'actualité parlaient d'une grande opération d'interdiction, un nouveau coup porté contre le trafic transnational. Pour l'équipage, c'était une mission accomplie et un rappel. La mer est un lieu de loi et de désordre, et la dissuasion exige souvent vitesse, précision et cette finesse politique qui permet à une marine moderne de transférer preuves et détenus à la juridiction civile. Le commandant Harding rédigea son rapport post-opération. Éloge pour l'excellent pilotage, contrôles médicaux pour les équipes d'abordage et une note sur la discipline dans l'escalade. À quel point ils avaient frôlé l'usage d'une force supérieure et pourquoi la retenue avait été cruciale. Lorsque le Samson reprit la mission Pacific Watch, le dossier du cas et les personnes impliquées passèrent à la phase de poursuite à terre. Pour certains officiers, ce serait une longue veille dans les couloirs judiciaires, une autre forme de patrouille. Mais pour les marins sur le pont, c'était un autre lever du jour, une autre garde, et la certitude que, dans les eaux internationales, la ligne entre un point sur le radar et une action d'application de la loi, valant des millions de dollars, pouvait être franchie en un instant. À 7h12, la situation à bord du USS Samson passa de l'urgence à la précision. Les suspects, déjà maîtrisés et silencieux, restaient assis sur le pont en fibre de verre, l'adrénaline retombant peu à peu à mesure que la réalité de leur capture s'imposait. Au-dessus d'eux, le MH-60R Seahawk orbitait comme un gardien vigilant, ses rotors marquant un rythme constant au-dessus du Pacifique. Mais la véritable histoire n'était pas seulement l'arrestation de 2 hommes, c'était les 47 ballots flottant sur l'eau. Chacun symbole de milliards de dollars dans les réseaux de narcotrafic mondial qui s'étendent bien au-delà de l'horizon. Chaque paquet récupéré par l'équipe d'abordage n'était pas seulement de la cocaïne, c'était une preuve. Chaque fardeau détrempé était enregistré, photographié et emballé sous le soleil implacable. Pour le détachement de la garde côtière, ce n'était rien de nouveau. Il s'était entraîné des heures innombrables pour ces moments où l'efficacité tactique doit s'accompagner d'un processus juridique irréprochable. Selon le droit maritime international, l'absence d'immatriculation scellait le sort de l'embarcation. Un bateau apatride, chargé de contrebande, plaçait l'affaire sous la juridiction complète des États-Unis. Sans pavillon, pas de bouclier, sans bouclier, pas de protection contre la loi. La suite fut moins spectaculaire que la poursuite, mais bien plus déterminante. Les tests de terrain transformèrent la poudre en preuve et la preuve en procédure judiciaire. Les chiffres racontaient l'histoire. Plus d'une demi-tonne de cocaïne, d'une valeur marchande dépassant 150 millions de dollars. Mais l'impact réel résidait dans ce que ces chiffres représentaient. Une route de cartel interrompue, un couloir transnational démantelé et un message envoyé à travers le Pacifique. Même la haute mer n'est pas hors de portée de la loi.
Pour la marine, c'était le visage invisible de la projection de puissance. Le USS Samson, un destroyer de classe Harley-Burke, conçu pour chasser les sous-marins et intercepter les missiles balistiques, assumait un rôle inattendu mais crucial, l'interdiction maritime. En embarquant un détachement de la garde côtière, le navire devenait non seulement un combattant naval, mais aussi un tribunal flottant, capable de transformer des interceptions tactiques en arrestations juridiquement valides. Une démonstration silencieuse de synergie interinstitutionnelle, où la portée militaire et l'autorité judiciaire se chevauchaient sans friction. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour, tandis que les suspects étaient transférés vers des cellules sécurisées et la contrebande cataloguée. L'acte final se déroula. Le Go Fast, neutralisé, désormais classé comme danger pour la navigation, n'avait aucun avenir. Avec l'approbation du commandement, l'équipage du Samson prépara des charges de démolition. Quelques minutes plus tard, une colonne de fumée et de feu marqua la fin de l'embarcation, éliminant toute possibilité de réutilisation. Le Pacifique engloutit les restes, mais la mémoire de la poursuite s'étendrait à travers les canaux de renseignement, les rapports diplomatiques et les messages entre cartels. Il ne s'agissait pas seulement de 2 hommes, ni de 47 ballots. Il s'agissait de l'affirmation de l'ordre dans un couloir sans loi, du déploiement de la détermination américaine à 380 milles au sud-ouest d'Acapulco, et du rappel que la marine et la garde côtière forment plus qu'une machine militaire. Elles constituent un bouclier mondial contre des menaces sans uniforme, mais tout aussi dangereuses. En fin de compte, la mission Pacific Watch n'était pas seulement une affaire de défense, c'était de la dissuasion, du droit et la vigilance inébranlable nécessaire pour sécuriser la CETAC la haute mer. À 9h45, la mission avait bouclé un autre cycle, de la poursuite à la saisie, puis à la disposition finale. Le Go Fast, neutralisé, reposait amarré le long du bord bâbord du USS Samson, tel un animal blessé. Fibres de verre déchirées le long de la quille, moteur hors-bord détruit, tandis que l'océan reflétait un ciel pâle au-dessus de la Seine. Ce n'était pas un trophée à remorquer vers la côte, mais un danger qui, abandonné à la dérive, aurait pu devenir un risque pour la navigation commerciale ou les zones marines protégées. La décision fut clinique, classifiée, documentée et coulée. L'interdiction maritime a toujours été à la fois maîtrise nautique, chorégraphie juridique et triage environnemental. L'officier de la garde côtière à bord lut l'évaluation à voix haute depuis la passerelle. Embarcation déclarée inutilisable. Recommande disposition contrôlée. Le commandant Harding signa le journal de bord. L'équipe d'abordage passa en mode sauvetage. Dépouiller l'embarcation de tout ce qui pouvait être récupéré. Inventorier les preuves et préparer la coque pour un sabordage contrôlé selon les protocoles environnementaux et les marges de sécurité. D'abord vint l'inventaire. Chaque ballot récupéré fut photographié, codifié et stocké dans des casiers à température contrôlée. Les coordonnées GPS de chaque paquet et de la coque endommagée furent enregistrées. Le technicien médico-légal documenta les impacts de projectiles sur la poupe, un enregistrement crucial dans la chaîne de garde, utilisé dans les procédures judiciaires et les revues opérationnelles. Puis vint le plan de sabordage. Ce n'était pas du théâtre explosif, c'était de l'ingénierie et de la responsabilité. L'équipage du Samson installa un gréement de charge pour ouvrir des brèches sous la ligne de flottaison. L'objectif, couler l'embarcation rapidement et proprement en minimisant la pollution et en évitant toute tentative de récupération. Le RHIB livra l'équipement, petite charge placée avec précision pour éviter de percer les réservoirs de carburant ou de libérer toute cargaison restante. Les règles environnementales et les directives navales guidèrent chaque pause, réduisant l'impact sur la vie marine et les routes de navigation. À 10h12, la passerelle demanda l'autorisation. Détonation à mon signal. La séquence fut presque aseptisée. Un pop, une entrée d'eau, une inclinaison lente, les dernières poches d'air piégées. Pas d'explosion cinématographique, seulement un sabordage comme les équipages navals le pratiquent depuis des décennies. Le Go Fast sombra proue la première, puis glissa sous la houle,
Preuves, moteurs et tout dans l'indifférence bleue du Pacifique. Les pales du Seahawk bourdonnaient, non pas en triomphe, mais comme sentinelles, jusqu'à ce que le GPS confirme les coordonnées finales de l'épave. Couler la vedette des trafiquants n'est pas qu'un geste de propreté. C'est un message, un mélange de politique et de cinétique. Les cartels calculent les risques, fiabilité du navire, schéma de patrouille, probabilité d'interdiction. Lorsqu'une route à haute valeur subit un tel revers, l'équation change. Les coûts augmentent, des assurances contre pertes apparaissent et les corridors logistiques deviennent plus prudents. Sur le plan opérationnel, ce modèle hybride, muscle naval, loi de la garde côtière, est devenu la référence en matière d'interdiction maritime. La marine apporte la détection, la portée et la puissance. La garde côtière apporte l'autorité judiciaire et la précision juridique. Ensemble, elles transforment une interception en affaire judiciaire, chaîne de preuves intacte, suspect poursuivi et, si nécessaire, un danger retiré de la mer. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Cependant, le sabordage soulève des questions. La protection de l'environnement, l'éthique de la destruction de biens et l'image d'un navire coulé en eau internationale. Les planificateurs navals atténuent ces préoccupations par des évaluations de risque environnemental et un enregistrement méticuleux de chaque étape, afin que l'action résiste à tout examen international. La coque coulée devient un simple élément de données, coordonnées, poids, méthode documentée, utile tant pour le suivi légal que pour les analystes étudiant le comportement des cartels. À midi, le Samson avait repris son poste. Les deux détenus étaient préparés pour leur transfert à terre sous garde de la garde côtière. Les preuves avaient été scellées et enregistrées. La position de l'épave avait été signalée dans les avis de sécurité maritime pour éviter les collisions accidentelles. Sur le pont, les marins rangeaient leurs gants, vérifiaient leur matériel et reprenaient la rotation des quarts. Pour eux, l'opération avait prouvé que la dissuasion pouvait être aussi technique que tactique. Un Seahawk en orbite, 2 RHIB, une équipe VBSS, des règles d'engagement claires et l'autorité légale pour transformer une interception en poursuite judiciaire. Dans les moments plus calmes, les officiers du renseignement analysaient l'action, comparant les horodatage et les tactiques employées par les contrebandiers, schéma de zigzag, comportement de largage, signature moteur. Les analystes intégreraient de ces données dans les algorithmes de ciblage des capteurs, améliorant les probabilités de détection pour la prochaine Go Fast. C'est là le jeu sur le long terme. Chaque interception est une leçon qui affine les capteurs, renforce les règles d'engagement et augmente le coût opérationnel pour les réseaux criminels. C'est ainsi que les États-Unis projettent leur influence sans lancer de missiles ni franchir de frontières. Un ballet d'application de la loi exécuté sur une scène d'acier et d'eau. Et lorsque la prochaine Go Fast tentera le même couloir, le dossier du 10 juillet fera partie de l'équation dans leurs esprits. Le risque de la route a augmenté, tout comme la possibilité de perdre non seulement la cargaison, mais aussi l'embarcation elle-même. Aucun moteur sur Terre n'aurait pu échapper à ce qui s'est produit à 380 milles des côtes. Ce fut plus qu'une interception, une leçon stratégique écrite en sel et en acier. La saisie de 58 millions de dollars au large d'Acapulco démontre que la puissance maritime américaine peut modeler le champ de bataille bien au-delà de tout littoral. La présence équivaut désormais à la prévention. Regardez le navire, le USS Samson, un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, conçu pour chasser les sous-marins et intercepter des salves balistiques, menant désormais des opérations anti-drogue. Ce changement de rôle n'est pas improvisé, c'est de la doctrine. La marine moderne s'entraîne pour l'élasticité de mission, la capacité de passer d'une défense antimissile une semaine à la lutte contre le trafic la suivante. Cette flexibilité institutionnelle est la colonne vertébrale silencieuse de l'influence maritime. Capteurs, portées et règles qui permettent de transformer la détection en arrestation légale. Il existe une logique opérationnelle à l'œuvre. Les trafiquants utilisent de la mer car elle offre la distance. Ils supposent que la portée s'arrête à la côte.
Des interceptions comme celle du Samson réécrivent cette hypothèse. Chaque Go Fast intercepté augmente la friction opérationnelle pour les organisations criminelles transnationales. Une route autrefois rentable devient risquée, perte possible d'équipage, de cargaison et du navire lui-même. Les coûts d'assurance montent, les chaînes d'approvisionnement se brisent et les logisticiens des cartels doivent tout repenser. C'est une dissuasion par l'usure livrée sans qu'un seul missile ne soit tiré. Tactiquement, le cas cristallise le modèle hybride qui fonctionne. Détection et projection de puissance navale combinée à l'autorité légale de la garde côtière. La marine fournit la plateforme et la puissance, la garde côtière, la juridiction, la gestion des preuves et le relais procédural à terre. Sans ce transfert, l'interception reste un spectacle tactique. Avec lui, elle devient une procédure judiciaire, une condamnation et un point de données pour les futures actions. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression. Mais l'épisode pose aussi le dilemme récurrent du commandant. Quand escalader? Le tir d'invalidation est efficace et dans le cas du Samson, il a mis fin à la fuite sans pertes humaines, mais il entraîne un poids juridique et réputationnel. Tirer trop tôt peut signifier excès. Attendre trop peut entraîner la perte des preuves. Un commandant doit équilibrer la sécurité des équipes d'abordage, les risques collatéraux pour les marins et la nécessité de préserver des preuves exploitables. Cet équilibre tient moins de la bravoure que du jugement, la différence entre un récit de pirate et une application légitime de la loi. Stratégiquement, le message se diffuse vers l'extérieur. Les éclaireurs des cartels suivent les mouvements de la marine. Présence, temps, schéma. La présence d'un destroyer dans Pacific Watch change les calculs des trafiquants. Aucune route n'est sûre. Aucune distance n'est suffisante. Cette phrase est plus qu'un slogan. C'est une mise à jour doctrinale pour les réseaux transnationaux. L'océan est vaste, mais la puissance maritime peut rendre certaines de ces zones coûteuses. Il y a aussi un terrain normatif à considérer. Couler des coques inutilisables, éliminer les dangers potentiels et disposer des embarcations illicites sont des étapes nécessaires dans certaines opérations d'interdiction, mais elles attirent aussi l'examen environnemental et juridique. La marine et la garde côtière atténuent cela par des procédures documentées, évaluations environnementales, placement soigneux des charges, enregistrement complet de la chaîne de garde. La transparence compte. Ces opérations doivent résister à l'examen diplomatique et légal. Enfin, ce qu'a accompli le Samson est un modèle. La sécurité maritime du 21e siècle est multidimensionnelle. Capteurs et plateformes, cadre juridique, chorégraphie interinstitutionnelle et communication publique. C'est de la présence, mais aussi de la patience. L'accumulation d'interdictions à long terme construit la dissuasion. Et la prochaine fois qu'un Go Fast poussera ses moteurs dans ce couloir, ses planificateurs se poseront probablement une autre question. Le profit vaut-il le risque? Voilà donc le défi ouvert que le commandant lance aux spectateurs. Si vous étiez aux commandes du Samson et que la Go Fast refusait de s'arrêter, quand auriez-vous escaladé? Tir d'invalidation plus tôt, contention avec les RHIB ou attente au risque de perdre l'épreuve? Cette question n'est pas rhétorique. C'est la logique opérationnelle de la police maritime moderne, là où la loi, la mer et la force se rejoignent.